Et on va parler d'affluence qui connaissent bien tout simplement des chiffres records. Ici un en avant, c'est simple en avant, point. Sud Radio, la radio du rugby. Des millions, vous êtes charmante. Vous voyez ce que ça fait déjà 1 million, Armina? Où est l'argent? Où est l'argent? C'est mon peu de mort. En fait, j'ai retiré de l'argent. Amis, ouvrez vos cœurs, non n'ayez pas peur, l'argent ne fait pas le bonheur. Shut up and take my money. La chronique rugby économie de Philippe Spanghero avec un sujet ce soir. L'affluence en top 14 et Pro D2 continue de grimper. Faut-il voir encore plus grand? C'est la question qu'on va se poser avec Philippe Spanghero. Évidemment, ce sera une réponse tout comme toujours nuancée de la part de notre expert. La Ligue nationale de rugby, Philippe, a communiqué des chiffres concernant les affluences pour le top 14 et la Pro D2 lors des 8 premières journées. Et ce sont des chiffres tout simplement bluffants. Oui, bien sûr, il y a une augmentation très forte, honnêtement surprenante, de plus de 10% dans nos championnats, ce qui est beaucoup en sachant qu'il y a une augmentation croissante chaque année, avec bien sûr une période Covid qu'on exclut de la comparaison. Mais c'est vraiment surprenant la vitesse à laquelle ces augmentations évoluent. Il y a des clubs, bien sûr, qui sont de vraies locomotives de cette augmentation. On y reviendra tout à l'heure. Mais en tous les cas, c'est de bon augure parce que l'affluence dans les stades, elle conditionne beaucoup de choses. Elle conditionne le reste de l'économie du rugby qui repose, je le disais, sur les jours de match, par sa billetterie, mais aussi par les ressources périphériques, notamment de sponsoring, de frais de buvette, de merchandising, etc. Et donc, cette économie-là, elle est tirée vers le haut par cette affluence qui augmente et qui permet au club d'être ambitieux et à la fois de réfléchir quand même de façon précise à leurs infrastructures et à la capacité d'accueillir demain de plus grand nombre de personnes. Et quand on regarde justement donc ces chiffres, on a déjà le premier chiffre qui nous saute à l'œil, c'est 32 115, c'est l'affluence de l'Union Bordeaux-Bègles, la Chabannes-Delmas, c'est la meilleure affluence de clubs de rugby au monde. 32 115, c'est absolument exceptionnel. Et puis on a d'autres clubs qui sont à 100% d'auto de remplissage sur les 8 premières journées, donc ça peut être 3 matchs, 4 matchs ou 5 matchs à domicile. On a notamment le Stade Toulousain qui culmine à 21 995 spectateurs, on a l'Aviron Bayonnais 17 751, ou La Rochelle qui culmine à 16 689. 100% de taux de remplissage pour ces clubs-là, c'est quand même assez incroyable. Et on peut d'ailleurs aussi ajouter Perpignan, 13 627, ou Vannes, 11 208, que des guichets fermés. Philippe Spanghero. Alors c'est assez exceptionnel et je le répète, ça amène la question pour ces clubs-là de leurs infrastructures parce que la vraie question qu'on peut se poser, c'est quel est le potentiel de ces clubs-là. Est-ce que Toulouse ferait un guichet fermé à 25 ou 26 000 tous les week-ends à domicile? On peut penser que oui. Est-ce que La Rochelle ferait plus de 20 000 personnes tous les week-ends? On peut penser que oui. Bayonne, La Rochelle pareil. est à guichet fermé depuis janvier 2016. Non mais alors La Rochelle c'est hallucinant. Donc tu parlais de l'UBB aussi qui fait un travail exceptionnel. Bon, le Stade Toulousain bien sûr depuis une durée plus longue, donc c'est un peu moins surprenant. Bayonne aussi tiré par ses bons résultats, et Bayonne c'est d'autant plus surprenant que eux ils viennent d'avoir une réflexion sur leurs infrastructures et déjà d'augmenter la capacité. Donc exactement. On voit que malgré ça, mais La Rochelle aussi d'ailleurs. Oui, Bayonne est obligé de délocaliser régulièrement à Anoeta pour répondre aux attentes de son public. Le Stade Toulousain avait l'habitude de se délocaliser au stadium. C'est de plus en plus compliqué dans la cohabitation avec le TFC, pas du tout dans la relation entre les deux clubs qui sont très bonnes, mais par rapport aux contraintes des calendriers du foot, de la gestion de la pelouse, de toutes ces contraintes en lien avec la ville de Toulouse. Et donc Toulouse réfléchit sérieusement à ses infrastructures aussi pour être en capacité d'accueillir plus de monde demain. Donc ces chiffres, tu le disais, ils sont déjà impressionnants, mais ils sont à remettre en perspective avec le potentiel. Et le potentiel, il est encore plus haut. Si ces équipes avaient la capacité d'accueillir tous les spectateurs qui veulent venir au stade tous les week-ends, on aurait sans doute une augmentation de fréquentation de plus de 20%. Et en ça, on peut dire que le rugby est en bonne santé parce que, je le répète, notre économie repose sur les jours de match. Aujourd'hui, si on parle de chiffres de façon très concrète, dans un budget, un chiffre d'affaires d'un club, la billetterie, ça représente en moyenne 30% du budget annuel du club. 30% c'est énorme. Monstrueux, qui vient se confronter directement avec le budget partenariat qui représente lui aussi au moins 30%. Parce qu'en fait, vous avez... Et les deux sont liés.
les deux sont liés alors, sur ce qu'on appelle les hospitalités. Parce que dans les infrastructures, il y a cet enjeu-là qui est très important, c'est la capacité d'accueil des entreprises, de ce qu'on appelle le B2B, les loges, les espaces réceptifs, etc. Parce que ça, bien sûr, ça donne au club un panier moyen, un chiffre d'affaires qui, additionné à la place, est beaucoup plus important. Donc si vous êtes en capacité dans un stade de 15, 16, 17 000 places, d'avoir 1500, 2000 hospitalités, là vous allez avoir un chiffre d'affaires moyen très important et ça va vous augmenter quelque part le prix moyen de votre place dans le stade. Et donc dans l'enjeu des infrastructures des clubs demain, il y a d'une part la capacité d'accueillir le grand public et d'autre part de mieux accueillir les hospitalités, ce qui est pris en compte par le partenariat dont on parlait tout à l'heure. Et donc en ça, les deux réflexions sont liées. Mais aujourd'hui, donc, c'est en ça que je dis que notre sport repose de façon très importante, peut-être plus que les autres, sur les jours de match. Parce que quand vous regardez l'impact de la billetterie sur le budget, l'impact du partenariat qui est lié bien sûr aussi aux jours de match sur la visibilité autour du stade et puis l'accueil des clients dans les espaces VIP, eh bien vous avez fait presque 70% du budget. Et puis derrière, c'est les droits télé, c'est les subventions, c'est le merchandising. Et donc voilà en quoi cet enjeu est très important et cette hausse d'augmentation de fréquentation est un baromètre très important sur l'attractivité de notre sport. Ouais, et non, mais c'est un point important parce que, tiens, je vais aussi quand même donner d'autres chiffres qui sont très positifs pour d'autres clubs. Le Stade Français, c'est plus 24%, hein, c'est énorme. La sélection paloise, c'est plus 11% d'affluence. Le RCT, par exemple, c'est plus 10%. Donc, il y a quand même des chiffres qui sont très très bons. Et aussi, d'ailleurs, en Pro D2, hein, avec Brive, qui attire 12 457 spectateurs de moyenne. Vous vous rendez compte, c'est absolument dingue. Il y a une hausse de 7% en Pro D2. C'était la moyenne du top 14 il y a 10 ans. Même pas. Non mais c'est vraiment dingo, c'est extraordinaire ce qui se passe aussi en Pro D2. Mais du coup, quand on regarde ça, Philippe, et on regarde aussi cet URC, vous savez, ce championnat où il y a les Gallois, les Écossais, les Irlandais, les Nord-Irlandais, les Italiens, il y a une possible construction d'un nouveau championnat, d'un super championnat, on peut l'appeler ainsi, avec les Anglais en plus et les Sud-Africains. Clairement, le top 14, l'hégémonie économique, mais même sportive du top 14 aujourd'hui, puisque c'est le meilleur championnat du monde, il n'y a aucun doute là-dessus, eh bien, cette hégémonie-là, elle veut être contestée, et c'est tout à fait normal. Est-ce que du coup, le top 14 doit appuyer encore plus fort, Philippe, et tout simplement se dire, allez, les chiffres sont là, on agrandit tous les stades. On met le paquet, on fait du top 14, non pas seulement le roi des championnats, mais l'empereur. Alors d'abord, la Ligue nationale pousse dans ce sens, puisque bien sûr, elle a intérêt à valoriser le produit de façon générale. Et pour que le produit soit valorisé, il faut qu'il se joue dans des beaux stades, dans de belles infrastructures. Mais malheureusement, son pouvoir s'arrête là. Après, chaque ville a sa problématique. Chaque président de club a sa discussion à mener avec sa mairie, parce que c'est des enjeux très importants. On sait que l'argent public commence à manquer, et on peut comprendre aussi que pour des municipalités, ce soit compliqué de justifier de mettre des dizaines de millions dans la rénovation d'un stade qui potentiellement sert qu'à son équipe de rugby. Donc l'enjeu pour ces clubs, si demain ils veulent séduire les pouvoirs publics, c'est de justifier que ce stade est un lieu de vie pour la cité. Voilà. Et là, il y a des choses à faire. Et là, il y a des mairies qui seront prêtes à jouer le jeu. Mais simplement faire plaisir à un club de rugby, sans être chauvin, même si on aime notre sport, c'est pas très raisonnable dans l'époque qu'on vit en ce moment. Donc la vraie question, c'est comment demain les clubs de rugby deviennent des renforcements de liens sociaux entre les gens. Bien sûr, ça c'est important. Facilite l'accès au sport aux enfants des écoles, etc. tout au long de l'année. Et donc, si demain ces enceintes de clubs de rugby ont la capacité de devenir de vrais lieux de vie, les mairies pourront accompagner ça et faire évoluer les infrastructures, parce qu'encore une fois, ça passe par de l'argent public. Et donc, il faut justifier que cet argent, il est accessible à tous les gens de la cité. Donc voilà, ça c'est l'enjeu pour moi majeur. Mais en tous les cas, il y a quand même déjà des clubs qui ont montré ces dernières années qu'ils avaient su embarquer les collectivités dans des très beaux projets.
Pau, il y a quelques années, a fait des travaux dans son stade qui sont remarquables. Bayonne, plus récemment, a fait de très beaux travaux aussi. La Rochelle, un peu Vannes plus aussi. tard. Vannes, voilà, donc le Stade Toulousain, il réfléchit très sérieusement, même si eux, ils ont un modèle à part, puisqu'ils sont propriétaires de leurs infrastructures et de leur terrain. Bah, Ce du qui coup, est j'ai pas un le cas pratique là, Philippe, qui me vient, qui Oui. va nous mettre en retard, mais il me vient. L'Union Bordeaux-Bègles est un club qui progresse sportivement et c'est indéniable. Maintenant, il faut des titres évidemment, mais on sent que le club se structure, qu'il y a quelque chose qui se passe à l'Union Bordeaux-Bègles. Il y a une affluence, c'est la meilleure, je le disais, affluence de club au monde. On a un stade Chabandelmas qui est mythique, qui est un stade somptueux, moi que j'adore personnellement, mais un stade aussi est limité par son âge. Donc il y a des espaces de réception professionnelle, tout ça, mais en extérieur, enfin sur des beaux dégâts, temporaires ou peut-être un peu plus que temporaires, mais on n'est pas sur des loges à proprement parler. En tout cas, il n'y en a pas beaucoup. Dans le cas d'un club comme l'Union Bordeaux-Bègles, qui a une affluence au top, qui a une équipe au top, quand tu es directeur financier de ce club, tu te dis mais en fait je suis au taquet. Comment on peut faire plus? Est-ce que c'est le Matmut par exemple? Alors le Matmut pas nécessairement, parce que le Matmut est en concession avec Vinci. Il faut voir les conditions de location. Il y a plein d'enjeux qui rentrent en compte dans les contrats. La façon dont potentiellement le club de rugby affecte la pelouse, le coût que ça engendre derrière en termes de réaménagement. Donc c'est pas il y a automatique, plein- c'est pas se dire on passe de 32 000 à 42 000 non. et on va gagner beaucoup plus d'argent. Ça marche pas comme Non. ça. Non, ça marche pas comme ça. Mais d'ailleurs, à titre de comparaison, Florian Green nous expliquait pour le sujet du Stade de France que potentiellement, si la négo à venir est pas très bonne, ce sera quasiment aussi intéressant pour la fédération d'aller jouer potentiellement à Marseille, où il y a 15 Bien 000 sûr. places de moins. Mais tous les coûts extérieurs sont à prendre en compte. Donc, je pense que moi, l'enjeu majeur pour l'UBB, même si c'est un club honnêtement qui fait un travail remarquable et qui est très avant-gardiste. Ils ont créé UBB Grand Cru. Ils ont su créer des moyens de faire vivre leur réseau très au-delà des jours de match. Et donc, en ça, ils ont quelque part contourné la problématique pour moi. Mais en tous les cas, c'est sûr que le sujet de Chabandelmas va être un sujet parce que cette équipe, elle a besoin d'infrastructures qui soient au niveau de leur équipe d'un point de vue sportif. Et on voit que là-dessus, sur l'accueil des VIP, ils sont un peu en retard. Mais encore une fois, c'est des discussions qui doivent être menées avec les municipalités. Et je leur souhaite bon courage avec leur mairie actuelle. Merci beaucoup Philippe Spanghero. Encore une fois, une excellente chronique qui, si vous venez de nous rejoindre sur Sud Radio, vous pouvez la retrouver évidemment sur YouTube, sur la chaîne YouTube. On est près d'1 million à être abonné à cette chaîne Sud Radio. Et puis les meilleurs extraits comme d'habitude sur les réseaux sociaux de Sud Radio Rugby, sur Twitter, Instagram, Facebook. Merci Philippe d'avoir été avec nous. On se retrouve Salut, demain pour messieurs. Au cœur de la Bon mêlée avec match. Daniel Herrero et belle Pro D2. Hein, Philippe. Tu m'as devancé, donc écoute, c'est fâcheux. Oui, parce qu'il allait dire bon Pro D2. Voilà. Chez Philippe Spanghero, on dit le Pro D2, mais voilà, ce qui est pénalement répréhensible. Je suis en guerre, merci, Philippe. ouverte avec la Ligue par rapport à ça. Il doit avoir les bons pronos ce soir. Oui. Alors les pronos, ça Philippe, il a arrêté. Il a reçu des. Oui, bah toi t'as pas arrêté, c'est ça ton problème. Alors on se retrouve dans un instant sur Sud Radio, c'est le multiplex et je peux vous annoncer ce soir ça va être exceptionnel. Déjà l'image de ce Valence-Brive, 13-14, 32e minute de jeu. Dans un instant, c'est 5 autres matchs qui commencent. À tout de suite.